Lancement officiel de la campagne de chirurgie de reconstitution faciale par la Fondation Tatani Iyali en partenariat avec l'ONG Ismail Touren. Toucher un maximum de patients pour leur garantir un avenir radieux est l'objectif fixé. Enfants et adultes sont concernés. Atteindre les 3 millions de personnes, les dépister, les traiter et les guérir est le thème de la journée mondiale de lutte contre la tuberculose célébrée ce 24 mars. À peine revenue du sabre national, l'équipe de l'ORTN enchaîne sur Tawa, où elle couvrira en instantané la première édition locale du prix d'Angourmou. Organisée par le ministère de la Culture, la cérémonie débute demain à la Maison de la Culture Al-Baraka Chibou. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité. Le président de l'Assemblée nationale a regagné Niamey cet après-midi en provenance de Midrand en Afrique du Sud, où il a participé à la cérémonie commémorative de l'anniversaire du Parlement panafricain. À sa descente d'avion, Hama Amadou a été accueilli par le premier vice-président de l'Assemblée nationale, Daouda Mamadou Marté, avant d'être salué par les membres du bureau de l'Assemblée et ceux de son cabinet. Et à l'Assemblée nationale, les députés nationaux ont examiné et adopté ce matin le projet de loi portant régime fiscal, financier et comptable applicable au contrat de partenariat public-privé. Plénière présidée par le premier vice-président de l'institution, Mamour Idrissa Mega. La séance plénière de ce matin s'est ouverte sous la présidence du premier vice-président Daouda Mamadou Marté, en présence du ministre des Finances Jules Bayé et du ministre de la Communication Sadissou Yahouza. Le point inscrit à l'ordre du jour étant l'examen et le vote du projet de loi portant régime fiscal, financier et comptable applicable au contrat de partenariat public-privé. Ce projet de loi a fait l'objet d'un débat riche et constructif et d'un examen minutieux de tous ses articles avant d'être adopté par les députés nationaux. Mesdames et messieurs les députés, par le présent vote, nous venons d'adopter le texte en examen. Ainsi, la loi portant régime fiscal, financier et comptable applicable au contrat de partenariat public-privé ayant obtenu 78 voix pour, 0 contre et 0 abstention est adoptée. Le ministre des Finances a tout naturellement remercié la plénière pour le vote massif de ce projet de loi très important pour le Niger. Il faut préciser que 2 questions ont été soulevées par le ministre de la Communication en charge des relations avec les institutions. La première est relative à la transmission des rapports des commissions au gouvernement pour que les ministres puissent intégrer les amendements à temps, donc avant les discussions en plénière. Sur cette question, les députés ont promis de trouver les solutions possibles. Quant à la seconde préoccupation, elle est relative à l'examen et l'adoption urgente du projet de loi conférant une base légale à notre pays d'assurer le secrétariat général du CENSAD. L'examen de ce projet de loi prévu pour le 7 avril a été ramené par la plénière le vendredi 28 mars 2014. L'ordre du jour étant épuisé, le premier vice-président a levé la séance. La première dame, Dr Malika Issoufou, présidente de la Fondation Tatani Iyali, a lancé officiellement la campagne de chirurgie de reconstitution faciale, un partenariat avec l'ONG pour la promotion de la chirurgie réparatrice et l'ONG Ismail Touren. Et cela pour toucher un maximum de patients afin de garantir un avenir radieux aux enfants et adultes touchés. Sekinatu Abdou et Issoufou Nomo. Afin de toucher un maximum de patients et les assurer un avenir meilleur à travers une opération chirurgicale gratuite, l'ONG pour la promotion de la chirurgie réparatrice PPCR, en partenariat avec la Fondation Tatali Iyali de la première dame, Dr Malika Issoufou et Ismail Touren, a organisé cette campagne de chirurgie de reconstitution faciale. Dr Hobby de l'ONG Ismail Touren a remercié la première dame Dr Malika Issoufou. Le deuxième vice-président de l'ONG PPCR a rappelé les objectifs assignés à cette ONG avant de lancer un appel aux bonnes volontés à sauver des vies. L'ONG PPCR est qui est une ONG nationale et qui est là pour la promotion de la chirurgie réparatrice. Alors, cette ONG, elle vise comme objectif de faire opérer gratuitement
tous les patients donc, du Niger. Donc c'est un objectif noble qui n'est pas difficile à atteindre avec le concours des uns des autres. Et c'est le lieu vraiment de lancer un vibrant appel à toute organisation, à toute personne physique ou morale d'aider pour sauver des vies. C'est un geste vraiment à l'endroit de l'humanité. Cette campagne qui a été lancée ce matin par la première dame, Dr Malika Issoufou, qui, après avoir effectué une visite, s'est retrouvée au bloc opératoire où elle a été guidée par son réflexe de médecin en participant activement à la chirurgie réparatrice de Aoussi Abou, âgé de 12 ans, habitant de Guéti dans la localité de Magaria. Vous savez, c'est un sentiment d'avoir accompli un devoir. Ça fait toujours plaisir de revenir sur ces anciens lieux de travail. J'étais un peu émue au début. En rendant le sourire à une jeune fille, c'est comme si on rend le sourire à toute la famille. Et je suis vraiment très contente d'être là, parmi mes collègues. L'intervention, ça s'est très bien passé. Et Inch'Allah, l'enfant, vous allez voir, elle est déjà pratiquement réveillée. Dr Aïssata Gilles Baye a salué cette initiative de Dr Malika Issoufou, un acte qui prouve sa détermination à œuvrer pour le bien-être de la population nigérienne. C'est bien sûr un très grand plaisir et un honneur immense, mais on a eu à garder ensemble aux urgences, donc c'est pas la première fois qu'on travaille ensemble. Mais bon, vu la place qu'elle occupe, c'est vraiment un honneur qu'elle fait à tous les Nigériens. En montrant que son métier lui tient à cœur et qu'à chaque moment, si on l'appelle, elle va répondre présente. Voilà. C'est rassurant. Quant au ministre en charge de la Santé, Mano Agali, il a félicité et encouragé l'ONG pour la promotion de la chirurgie réparatrice, la fondation d'Atali Iyali et l'ONG Ismaël Tren avant d'exhorter la population à déclarer cette maladie. C'est une action humanitaire que nous saluons, c'est un appui à nos services de santé et je pense que c'est aussi une collaboration entre l'hôpital national de Niamey et CDS au Niger. Nous tenons à remercier, à féliciter, à encourager les promoteurs de cette action. Je pense que c'est quelque chose d'important d'avoir le sourire. Toute personne, que ce soit un bébé, un enfant, un jeune, un père de famille ou une mère a besoin d'un sourire, du parent, de l'ami, de tous les jours. Donc nous disons un grand merci à la première dame, Dr Malika, qui va elle-même participer à l'opération. Nous encourageons toutes nos équipes, nous encourageons l'hôpital national à collaborer avec ces ONG et nous demandons, je rappelle encore, je le répète, aux parents vraiment de référer leurs enfants. Cette ONG pour la promotion de la chirurgie réparatrice a eu à opérer gratuitement 15 patients porteurs de fente labiale depuis août 2013. La première dame, Dr Malika Issoufou, a rencontré également au cours de cette visite le président de la Fédération mondiale du neurochirurgie, sérotaxique et fonctionnelle, en visite au Niger. Au cours donc de ces 2 semaines que durera cette campagne, une quarantaine de patients seront opérés gratuitement. Et de son côté, le Conseil supérieur de la communication tient depuis ce matin sa session ordinaire au titre du mois de mars 2014. Plusieurs points importants relatifs au fonctionnement du CSC et la régulation des médias au Niger sont inscrits à l'ordre du jour. Des détails avec Rahila Chebou et Hadiza Hamidine. Cette session, la 3e au titre de l'année 2014, comporte 7 points dont, entre autres, l'examen des observations écrites des médias ayant fait l'objet de saisine d'office du CSC, l'examen et l'adoption du rapport de la direction du pluralisme, de la déontologie, de la publicité et des propositions de la direction de la communication, de la documentation et des publications. Les conseillers du CSC auront également échangé sur les enjeux de la transition vers le numérique pour le CSC. À l'ouverture des travaux de cette session, le président du CSC a rappelé la tenue il y a quelques jours de la première audience publique de validation des cahiers de charges des télévisions et radios privées communautaires et associatives. Cette activité a doté le CSC d'un instrument qui va lui permettre de juger si ces médias respectent ou non leurs obligations. La question sur la transition vers le numérique, dont la date limite a été fixée par l'UIT au 17 juin 2015, a aussi été évoquée par le président du CSC. À 15 mois de la date butoir, donc de l'extinction de la diffusion analogique de la télévision, il est impérieux pour le CSC
de commencer dès à présent le compte à rebours afin de mesurer la longueur du chemin qui reste à parcourir. En effet, l'avènement de la télévision numérique terrestre va entraîner l'apparition de nouveaux acteurs dans le paysage audiovisuel, notamment l'opérateur de multiplex, l'opérateur de transport, l'opérateur de diffusion et l'opérateur de distribution, ce qui bouleversera la chaîne de valeur actuelle de la télévision avec la séparation nette des activités d'édition de services et celles de transport et de diffusion. La prise en compte de ces nouveaux acteurs va nécessiter une révision du cadre juridique et institutionnel de la régulation, mais surtout de la communication audiovisuelle. Cette modification induira de nouveaux défis, de nouveaux rôles et de nouvelles attributions pour le Conseil supérieur de la communication. Alors, il y a lieu de se demander si les membres du CSC ont conscience de tous ces bouleversements. Sont-ils préparés à les assumer? Et l'institution elle-même a-t-elle les moyens matériels, humains et financiers de ces nouvelles attributions? Abdraman Ousmane a conclu qu'au regard des défis à relever, des moyens à mobiliser, il est urgent pour le CSC de prendre à bras le corps cette problématique à travers une approche à la fois systématique et prospective. Réunion ce matin de sensibilisation et d'échange avec le cadre de l'administration centrale sur le rôle du médiateur de la République. Plusieurs équipes de collaborateurs du médiateur de la République étaient ce matin au niveau des ministères des Affaires étrangères, de la coopération, de l'intégration africaine et des Nigériens à l'extérieur, de l'intérieur, de la sécurité publique, de la défense nationale et de la fonction publique pour ces échanges de sensibilisation. Célébration ce jour à Niamey de la journée mondiale de lutte contre la tuberculose au titre de l'année 2014. Cette journée est célébrée en vue de sensibiliser les communautés à pour thème atteindre les 3 millions, les dépister, les traiter et les guérir. 9 millions de personnes contractent la tuberculose chaque année dans le monde. Parmi eux, 3 millions ne reçoivent pas les soins nécessaires dont ils ont besoin. C'est ce qui justifie d'ailleurs le choix du thème de la présente journée mondiale de lutte contre la tuberculose. La journée mondiale de lutte contre la tuberculose donne la possibilité de sensibiliser les communautés sur le fardeau que présente cette maladie dans le monde et la situation des efforts fournis en matière de prévention et de prise en charge des cas. Au Niger, en lien avec le thème de cette année, le nombre estimé de personnes malades de tuberculose à dépister, traiter et guérir est d'environ 7000. Aussi, dans le cadre de la présente campagne, il nous faudra développer les stratégies et des approches novatrices, car il s'agit d'atteindre ces personnes vivant pour la plupart dans les communautés les plus pauvres et les plus vulnérables ou appartenant aux populations marginalisées comme les travailleurs migrants, les réfugiés, les prisonniers, les consommateurs de drogue et les professionnels de sexe. Ce thème est d'actualité et cadre parfaitement avec les priorités des autorités nigériennes selon le ministre de la Santé publique, Manu Agali. Le thème retenu pour la journée de cette année, qui est atteindre 3 millions de tuberculeux non diagnostiqués, les traiter et les guérir tous, cadre parfaitement avec les préoccupations de l'heure. Au Niger, grâce à l'engagement des plus hautes autorités de la 7e République, avec à leur tête son Excellence Elhaji Issoufou Mahamadou, président de la République, chef de l'État, qui ont fait de la lutte contre la maladie une de leurs priorités, des efforts ont été enregistrés dans le cadre de la lutte contre la tuberculose, dont entre autres la construction et l'équipement des laboratoires nationaux de référence, qui permet de dépister les cas de tuberculose résistante, la construction d'un service pour le traitement des cas résistants, l'achat de médicaments, de réactifs et consommables des laboratoires sur fonds propres de l'État, la signature entre le Niger et le Fonds mondial d'une subvention de montant de plus de 10 millions d'euros. J'invite les autorités politiques, administratives, coutumières, les partenaires au développement, les personnels de santé, les organisations non gouvernementales, les associations et la population tout entière à s'engager résolument dans la lutte contre la tuberculose. Cette lutte est un pilier contre la pauvreté, mais aussi un levier du développement.
Ainsi, sketch et chants ont marqué la célébration de cette journée. Un cross a aussi mis en compétition des élèves filles et garçons de différents collèges de Niamey. Cet après-midi même, le ministre de l'Équipement s'est rendu au niveau des chantiers entrepris pour la construction des voies Goudel-Tondibia et du boulevard Askia Mohamed. Objectif s'enquérir de l'état d'avancement des travaux de bitumage des voies de désenclavement de la commune de Niamey. Djouari Isaka est à côté de Ouagalassan. Monsieur Ibrahim Noumao, en compagnie du gouverneur de la région de Niamey, des autorités administratives et les responsables techniques de son département ministériel ont voulu, à travers cette visite, voir de près l'état des travaux. La voie Goudel-Tondibia et celle du boulevard Askia Mohamed, c'est au total près de 18 km à bitumer. À ces jours, selon les responsables de Soja Satom, ils sont à 30% de réalisation des travaux. Quelques difficultés ont été rapportées et le ministre a saisi cette occasion pour rassurer tout le monde. On peut se dire que nous sortons satisfaits de ce que nous sommes en train de voir et que nous pensons que si, en tout cas, le tempo se maintient, si les avancées se maintiennent, il est fort à parier que les choses vont se dérouler dans les délais qui sont impartis. Il est vrai que nous venons de voir qu'il y a un certain nombre de problèmes qui se posent donc à l'avancement de ces travaux. Et nous allons prendre en tout cas à bras le corps ces questions, ces difficultés qui se posent à ce chantier-là pour trouver une solution définitive. Les difficultés sont de plusieurs ordres. D'abord, dans la traversée de certaines zones, il y aura des démolitions à faire. Et qui dit démolition, évidemment, dit gestion du social. Cette question, nous allons là le corps, en tout cas pour trouver une solution très rapide à cela. Et le deuxième problème, c'est surtout les réseaux. Le réseau SPEN, le réseau Nigelec. Et c'est l'occasion pour moi de lancer un appel à ces partenaires, en tout cas qu'ils prennent les choses très au sérieux, pour ne pas induire un retard à la dite entreprise. Et nous allons, en tout cas, comme il a été toujours de coutume, prendre les dispositions nécessaires pour que ces partenaires, en tout cas, réagissent rapidement pour laisser le terrain, en tout cas, à l'entreprise pour pouvoir gérer non seulement le temps et gérer les travaux qu'elle est en train de faire. La mise en œuvre de ces travaux a généré des emplois pour les populations locales. Et Soja Satom, l'entreprise en question, s'approvisionne aussi en matériel localement. Actuellement, sur ce chantier, près de 500 employés qui travaillent à temps plein pour Soja Satom. Nous avons une vingtaine de sous-traitants locaux qui travaillent directement en contrat avec Soja Satom. Et nous faisons en sorte que chaque petite localité que nous traversons, nous puissions recruter la main-d'œuvre localement sur ces sites-là. Nous avons un coordonnateur social qui s'occupe de ces sujets et ça se passe en bonne coopération avec les autorités au niveau local sur toutes les localités que nous traversons. Nous achetons aussi l'ensemble de nos fournitures et matériaux sur place au Niger, ce qui permet de faire vivre le tissu local, aussi bien le tissu local pour les fournisseurs que pour les sous-traitants et tâcherons. Cette visite a rassuré l'entreprise et les populations locales et les travaux de voie Goudel-Tondibia et le boulevard Askia Mohamed vont pouvoir se dérouler normalement. Ouverture ce matin au cours des travaux d'un séminaire de formation à l'intention des magistrats sur les assurances CIMA et la carte brune de la CEDEAO. Ce séminaire est organisé par le ministère de la Justice en collaboration avec le projet d'appui à la justice et à l'état des droits PAGED financé par l'Union européenne. Borik Albadia, Issa Issa. 3 jours durant, les magistrats seront édifiés sur le contentieux des assurances et le protocole instituant la carte brune CEDEAO. Cette formation est organisée par le programme d'appui à la justice et à l'état de droit deuxième phase, PAGED 2, et financée par l'Union européenne. L'assistante de l'Union européenne au PAGED situe l'objectif du présent séminaire de formation. C'est la deuxième thématique initiée dans le cadre de l'actuel devis programme du PAGED et ça se poursuivra encore prochainement sur une autre thématique à Niamey. La recherche
principal, c'est le renforcement de capacité des acteurs judiciaires et par là même l'amélioration du fonctionnement de la justice. Pour le secrétaire général du ministère de la Justice, la présente formation permettra aux magistrats de mieux cerner le mode de calcul des indemnités d'assurance et de comprendre le mécanisme de fonctionnement de la carte brune CEDEAO. Ayant pour objectif l'indemnisation intégrale du préjudice subi par les victimes d'accidents de la circulation routière, le traité ciment et le protocole instituant la carte brune CEDEAO gagnerait à être mieux connu et appliqué par les magistrats. Surtout à cette étape du développement économique et social du Niger, caractérisée par une demande croissante de réparation consécutive aux dommages matériels et corporels générés par les accidents de circulation routière, de plus en plus fréquents dans notre pays en raison de l'accroissement exponentiel de son parc automobile et de l'imprudence des conducteurs. Or, la pratique des tribunaux fait apparaître certaines difficultés dans l'indemnisation sollicitée, et cela au détriment des victimes elles-mêmes d'une part et des compagnies d'assurance d'autre part. Et mesdames et messieurs, pour résorber ces difficultés, il est apparu nécessaire de développer davantage les connaissances des magistrats par rapport à la maîtrise des techniques d'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation. Cette action de formation est loin d'être une activité isolée car elle s'inscrit dans le cadre général du renforcement des capacités des acteurs judiciaires. Technique de pulvérisation en matière de lutte anti-acridienne au centre d'une formation des formateurs des 10 pays de la Commission de lutte contre le criquet pèlerin dans la région occidentale. Une rencontre de 5 jours qui se tient depuis ce matin à Niamey. Jocelyne Amoussou, Barokoba. Pour booster la lutte anti-acridienne, rien ne vaut le renforcement de capacités. C'est l'objectif de cette formation de 5 jours sur les techniques de pulvérisation à l'endroit des formateurs spécialisés des 10 pays membres de la Commission de lutte contre le criquet pèlerin dans la région occidentale. En somme, il s'agit de mettre l'accent sur la lutte préventive. La dernière invasion, à titre d'exemple, 2003-2005, a coûté à notre région 750 millions de dollars, ce qui couvre en réalité 175 années de lutte préventive. C'est pour cela que la Commission insiste sur la mise en œuvre de la lutte préventive qui évite d'utiliser des pesticides, qui permet d'agir très rapidement et qui est moins coûteuse. Le but est d'avoir une politique commune en matière de lutte préventive. Cette politique a déjà donné ses fruits puisque les 4 pays de ligne de front, Mauritanie, Mali, Niger et Tchad, disposent actuellement des centres nationaux de lutte anti-acridienne dotés d'une autonomie administrative et financière. Ceci constitue une avancée institutionnelle considérable et un engagement ferme des pays de la région pour assurer la durabilité de la lutte préventive. Après la dernière invasion de 2003-2005, l'unité nationale du Niger a été érigée par loi en un centre national de lutte anti-acridienne, le CNLA. Depuis le démarrage des activités du CNLA en 2009, 2 débuts de résurgence, 2009 et 2013, et une recrudescence en 2012 ont été maîtrisés, ce qui a permis d'éviter des dégâts sur les cultures et les pâturages et le départ d'invasion à partir des aires grégarigènes que contient notre pays, Aïr et Tamesna. Ces résultats montrent au plus haut point l'importance de la contribution du CNLA au programme Les Nigériens nourrissent les Nigériens, initiative 3e, et à lutter contre l'insécurité alimentaire au Sahel. La formation régionale, planifiée depuis 2007, a déjà formé 250 formateurs qui, à leur tour, ont transmis leurs compétences à près de 1000 cadres et techniciens. Cérémonie d'intronisation du chef de canton de Ménesoroa dans la région de Difa, l'honorable Kachala Abdou Kachalou Kachala Gasso, élu à la tête de ce canton depuis avril 2012. La cérémonie a réuni plusieurs personnalités locales, Adraman Boukari et Adraman Maaz.
C'est dans une ambiance festive et purement traditionnelle que se sont déroulées les manifestations entrant dans le cadre de l'intronisation du chef de canton de Maynes-Roi, l'honorable Kacalla Abdou Kacalla Kacallou, élu démocratiquement à la tête de ce canton le 2 avril 2012 pour succéder à son père, Feu Kacalla Kacallou Kacalla Gasso, appelé à Dieu le 14 mars 2011. À cette cérémonie grandiose et riche en couleurs, placée sous la présidence du gouverneur de la région de Difa, M. Yacoubou Soumane Gao, outre la présence des autorités administratives, communales et coutumières, l'on notait également celle du premier vice-président de l'Assemblée nationale, M. Daouda Marté, des membres du gouvernement, des députés nationaux, des nombreuses hautes personnalités et notabilités nationales qu'étrangères, ainsi que celles des habitants de Maynes-Roi et des villages environnants qui se sont fortement mobilisés pour saluer cet instant solennel, mais aussi et surtout réaffirmer toute leur appréciation et soutien indéfectible à leur chef, l'honorable Kacalla Abdou Gasso Kacalla Kacallou, qui en si peu de temps à la tête de ce canton a déjà su apporter un plus dans leur quotidien. Ainsi donc dans la série des allocutions prononcées à cette occasion, outre celle du représentant du chef et un bref rappel historique du canton de Maynes-Roi, l'on retiendra également celle du maire de la commune urbaine de Maynes-Roi, M. Koukouma Gasso, qui a saisi cette occasion pour exprimer toute sa profonde gratitude et reconnaissance totale à tous ceux qui ont tenu à rehausser de leur présence à cette cérémonie, marquant ainsi une étape décisive dans la vie du canton de Maynes-Roi. Quant aux représentants de l'association des chefs traditionnels du Niger, le chef de groupement Peul de Ngelbeli, il a d'abord, au nom des chefs traditionnels du Niger et du sien propre, exprimé toutes ses félicitations à l'honorable Kacalla Abdou Gasso Kacallou Kacalla, avant de lui rappeler le sens qui doit désormais le guider dans l'exercice de ses fonctions, à savoir l'équité, la justice, la tolérance et surtout la patience. Intervenant à son tour, le gouverneur de la région de Difa, M. Yacoubou Soumane Gao, a également, au nom des autorités de la 7e République et du sien propre, adressé tous ses encouragements au chef de canton de Maynes-Roi avant de lui souhaiter plein succès dans l'accomplissement de la lourde et exaltante mission confiée à lui. La remise du sabre qui s'en est suivie, marquant ainsi l'intronisation officielle de l'honorable Kacalla Abdou Gasso Kacalla Kacallou à la tête du canton de Maynes-Roi, a par la suite donné place à une fantasia des chevaux bien harnachés, dansant sous le rythme de la gaïta, le tout couronné par le you des femmes, retraçant les prouesses martiales du Kanem Borno. À l'intérieur du pays, toujours, Dosso abrite depuis ce matin les travaux d'un atelier de formation des distributeurs agréés sur la gestion des services de pesticides. Et c'est le gouverneur de la région de Dosso qui a présidé la cérémonie d'ouverture du dit atelier en présence notamment du sultan de Dosso, Rachida Nawada Harissou Garba. Organisé par le ministère de l'Agriculture à travers la Direction générale de la protection des végétaux sur financement de la Banque mondiale via le programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest PPAO, cet atelier de formation des 30 distributeurs agréés sur la gestion service des pesticides vise comme objectif de contribuer à une meilleure gestion des pesticides dans notre pays à travers le renforcement des capacités des acteurs impliqués. En ouvrant les travaux, le gouverneur de la région de Dosso, Seyd Zato Ali, a rappelé que d'énormes pertes de produits sont enregistrées chaque année du fait des attaques des ennemis des cultures dans les champs et des pertes après les récoltes. Conséquence, l'on note une réduction significative de la contribution de l'agriculture au PIB. Pour accroître cette production agricole, d'importants investissements sont consentis pour acquérir les quantités de pesticides nécessaires à la protection des cultures dans les champs et des denrées stockées par les autorités de la 7e République. Malheureusement, dira le gouverneur Seyd Zato Ali, force est de constater que l'acquisition et l'utilisation de ces produits dangereux par certains privés ne respectent pas toujours des normes devant assurer la protection de la santé humaine et de l'environnement. Pour preuve, une enquête récente fait état de plus de 110 matières actives en circulation dans le pays, la plupart constituées des produits non autorisés et achetés auprès de fournisseurs non agréés. C'est pourquoi il a fondé l'espoir que les objectifs visés seront pleinement atteints au regard de l'importance des thèmes qui seront traités au cours de cet atelier. Retenez enfin que cet atelier permettra aux participants d'être suffisamment outillés sur la gestion sécuritaire des pesticides, des tests législatifs et réglementaires nationaux et communautaires.
À Tawa et à 24 heures de la tenue de la première édition locale du concours national de musique moderne nigérienne, prix d'Angourmou, toutes les conditions sont réunies pour débuter plutôt les compétitions, nous indique dans ce reportage Moussa Mani et Youssouf Suleiman. Après 7 ans de léthargie, précisément le 18 décembre 2007 à Tawa, et ceci dans le cadre des activités thématiques décentralisées du ministère de la Culture, le concours national de musique moderne nigérienne dénommé Prix d'Angourmou est de retour. Cet événement culturel national en hommage à ce grand monument de la musique traditionnelle nigérienne, originaire de l'Ader, Feu Mahamadou Bouhari, plus connu sous son nom d'artiste d'Angourmou, accueillera en cette première édition locale les orchestres, les groupes musicaux et solistes des 8 régions de notre pays. À la veille de cet événement, tout est fin prêt pour démarrer la fête. Il faut noter qu'aujourd'hui, toutes les commissions sont à pied d'œuvre et ils ont reçu l'avance nécessaire pour que, en tout cas, l'événement puisse se passer dans de très bonnes conditions. C'est vrai, on n'est jamais prêt, mais on est prêt, nous, en tout cas, pour pouvoir tenir cet événement à la date indiquée. Inch'Allah. Cette année seulement, en 2014, que Tawa organise sa première édition. Donc vraiment, pour le moment, aujourd'hui, nous sommes fin prêts pour accueillir toutes les délégations des régions qui vont venir et nos invités qui vont venir à Tawa. En marge du concours national de musique moderne nigérienne, il y a des journées professionnelles qui seront animées par les services annexes du ministère de la Culture. Par exemple, quand vous prenez le CFPM, ils vont former durant le nombre de les 5 jours, ils vont former des artistes vraiment dans le maniement de choses, des guitares. Ils vont prendre des jeunes qui ne connaissent pas la guitare et ils vont les former. Donc en dehors de ça, il y aura une foire artisanale aussi à l'arène de lutte pour vraiment agrémenter les séjours de nos étrangers au niveau de la ville de Tawa. Rappelons qu'en 2007, le premier prix soliste a été remporté par Abdoulaye Akoye de Niamey. Premier prix groupe musicaux est allé à Lambi l'enfant de Niamey et le grand prix orchestre a été raflé par le Super Haské de Zender. Les compétitions démarreront mardi soir à la Maison de la Culture Alba Kachibo de Tawa. Restons à Tawa toujours, la première édition locale du concours national de musique moderne nigérienne dénommé Prix d'Angourmou, initié dans le cadre des activités thématiques décentralisées du ministère de la Culture, est prévu se dérouler demain, mardi 25 mars, à la Maison de la Culture Albraka Chibo de Tawa. À cette occasion, l'équipe de l'Office de radiodiffusion et télévision du Niger ORTN est arrivée dans la capitale de l'Ader afin d'assurer la retransmission en direct de cet événement sur ses antennes. Retrouvons Moussa Mani et Youssouf Suleiman. L'ORTN, toujours au cœur des grands événements, avec ses équipements performants répondant aux normes